Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller après un rêve très fort, très vivant, avec la sensation qu'il parlait de quelque chose de spécifique, mais sans réussir à comprendre comment ni pourquoi? Tu te souviens peut-être d'un personnage précis, un héros, une reine, un sage, quelqu'un en particulier, ou encore un monstre inquiétant. Ces figures ne sont pas là par hasard. Et dans cet épisode, nous allons voir comment ces personnages archétypaux, qui apparaissent dans les rêves, sont des messages directs de l'inconscient. Et surtout, comment apprendre à les écouter peut transformer en profondeur ta trajectoire intérieure. Ce travail s'inscrit dans la continuité de mon livre, disponible sur Amazon, dans lequel je relie les archétypes des rêves aux grands mythes, aux figures historiques et aux récits contemporains qui nous habitent encore aujourd'hui. Et ici, c'est ma voix qui prend le relais. Commençons sans plus attendre dans notre première partie. Les neurosciences proposent aujourd'hui l'hypothèse que les rêves participeraient à un mécanisme de tri et de consolidation. Le cerveau y recyclerait les événements de la journée, les informations et certaines informations marquantes. Cette hypothèse est cohérente et largement admise, mais elle ne permet pas, à elle seule, d'expliquer pourquoi certains rêves prennent une forme narrative, symbolique, et reviennent avec une telle puissance, une telle force. C'est précisément dans cet espace laissé ouvert par la science que d'autres lectures des rêves prennent sens, non pour contredire les neurosciences, mais pour explorer ce qu'elles ne cherchent pas à expliquer, le langage symbolique de la psyché. Un langage imagé, symbolique, narratif, et surtout un langage personnel, mais construit à partir de figures collectives. Lorsque ton inconscient veut attirer ton attention, il ne parle pas en concept abstrait, il raconte une histoire. Et dans cette histoire, il place des rôles. Quand une figure archétypale apparaît dans un rêve, ce n'est pas pour être interprété comme on le ferait avec un dictionnaire de symboles. Héros égale courage, monstre égale peur, reine égale pouvoir. Cette manière de faire passe à côté de l'essentiel. Un archétype n'est pas un symbole figé, c'est une fonction psychique vivante et mouvante. S'il surgit dans un rêve, c'est parce que quelque chose à l'intérieur cherche à se manifester, se rééquilibrer ou à être enfin reconnu. Autrement dit, l'archétype n'apparaît pas pour donner un message, mais parce qu'il agit déjà dans ta vie psychique, parfois en silence, parfois en tension. Les rêves sont ces lieux où ces dynamiques deviennent visibles. Les rêves montrent ce qui n'a pas encore de place dans la conscience. Dans la vie quotidienne, nous nous adaptons à un rôle, à une image de nous-mêmes, à des attentes extérieures. Mais certaines dimensions de la psyché ne trouvent pas leur place dans cette adaptation. Elles ne disparaissent pas pour autant, elles attendent, et le rêve devient alors une scène intérieure où ces forces peuvent enfin apparaître sous forme de personnages. Pourquoi des personnages et pas des idées ? Parce que l'inconscient ne raisonne pas en concept. Il ne dit pas « tu manques de souveraineté intérieure ». Il montre une reine absente, ou tyrannique, ou blessée. Il ne dit pas « tu es étouffé dans ton cadre de vie ». Il fait surgir un rebelle qui transgresse, fuit ou détruit. Le rêve raconte une histoire parce que c'est la langue naturelle de la psyché. Une figure apparaît quand quelque chose est déséquilibré. Très souvent, ces figures apparaissent dans 3 grands cas, pour faire une généralité. Quand une fonction psychique est sous-développée, lorsqu'elle est au contraire surinvestie, ou quand elle est refoulée ou rejetée. Le rêve ne juge pas, il montre, simplement. Ce que le rêve, ou le soi plutôt, attend de toi. Le rêve n'attend pas une bonne interprétation, il attend une réponse intérieure. Pas forcément une action immédiate, mais une prise de conscience, un déplacement du regard, parfois simplement une reconnaissance. Quand une figure est vue, reconnue, nommée, prise en compte, elle commence déjà à se transformer. C'est pour cela que certains rêves cessent de revenir une fois qu'ils ont été entendus. C'est à partir de là que les grandes figures archétypales prennent tout leur sens. Non pas comme des personnages abstraits, mais comme des indications précises sur ce qui se joue en toi, ici et maintenant. Prenons maintenant quelques figures courantes. Le héros, le sage, la reine, le rebelle et le monstre. Et voyons ce qu'elles cherchent, chacune à leur manière, à faire émerger. On commence avec le héros, l'épreuve et la direction. Le héros apparaît souvent dans les rêves lorsque tu traverses une phase charnière de ta vie. C'est le cas souvent lorsque tu es engagé
dans une épreuve, tu te tiens face à un choix important ou que tu es appelé à assumer une responsabilité nouvelle. Contrairement à l'image populaire, le héros dans les rêves n'est pas toujours fort, sûr de lui ou victorieux. Parfois, au contraire, il peut apparaître sous une forme fatiguée, blessée, désorientée, et c'est précisément là que le rêve est juste. Dans les mythes, pour la plupart, le héros n'est jamais héroïque au départ. Ulysse doute, erre et se trompe, Héraclès souffre du poids de ses épreuves, même les figures les plus contemporaines comme Luke Skywalker à Frodon commencent par refuser l'appel ou par se sentir dépassé. Le rêve ne te dit donc pas « sois plus fort », il ne te pousse pas à la performance, il te montre où tu te situes dans ton parcours, à un moment de l'appel, au cœur de l'épreuve ou à l'approche d'un passage décisif. Lorsque le héros apparaît déjà épuisé, ce n'est pas un échec, c'est souvent le signe que l'ancienne manière d'avancer, de faire, ne suffit plus. Le rêve indique alors une chose essentielle, la direction est juste, mais la façon de la traverser doit évoluer. Le héros en rêve ne te demande pas de gagner, il te demande de continuer à avancer avec plus de conscience. Passons maintenant à l'archétype du sage, la conscience qui observe. Le sage n'est pas une figure d'action, il n'intervient pas toujours, il n'impose rien, il observe. Il sait mais ne force pas et parfois il se tait. Lorsqu'il apparaît en rêve, ce n'est généralement pas pour te dire quoi faire mais pour t'inviter à changer de posture intérieure. Très souvent, sa présence indique un besoin de recul, une phase d'intégration ou la nécessité de ne pas agir trop vite. Dans les mythes et les récits, le sage n'est jamais pressé, il accompagne le héros, mais ne marche pas à sa place. Dans la culture populaire, Yoda est un exemple très parlant. Il ne donne pas de solution toute faite, il pose des questions, il déplace le regard, et il rappelle que la précipitation est souvent l'ennemi de la justesse. On pourrait aussi penser à des figures comme Gandalf ou Merlin, à condition de les comprendre non comme des magiciens tout-puissants, mais comme des figures de retrait. Leur véritable sagesse réside dans la capacité à disparaître au moment du défi, laissant les autres trouver leur propre voie. Dans l'histoire et les grands récits fondateurs, cette sagesse silencieuse apparaît de manière encore plus épurée. On pense à Bouddha, méditant sous l'arbre, immobile extérieurement, tandis qu'une transformation radicale s'opère à l'intérieur, ou encore à Lao Tse, quittant la cité sans se retourner, enseignant davantage par le retrait que par le discours. Ou encore Socrate, qui ne transmettait pas un savoir fixe, mais éveillait une conscience par le questionnement. En rêve, le sage agit exactement de cette manière. Il ne dit pas « fais ceci », il suggère plutôt « regarde autrement ». Lorsqu'il se tient à distance, le sage qui l'observe sans intervenir, cela peut indiquer que tu traverses une phase où l'action immédiate risquerait de répéter l'ancien, plutôt que de laisser émerger quelque chose de nouveau. Le sage rappelle une chose essentielle, tout n'est pas affaire de volonté. Dans une culture très orientée vers l'action, la performance et la décision rapide, sa présence en rêve est souvent un contrepoint salutaire. Parfois, il ne s'agit pas d'agir davantage, mais de laisser mûrir, de comprendre avant d'agir, et d'accepter que certaines réponses ne se donnent qu'avec le temps. Allons découvrir maintenant la figure archétypale de la reine, souveraineté intérieure et valeur. La reine n'est pas seulement une figure féminine. En rêve, elle représente avant tout la souveraineté intérieure, le sentiment de valeur personnelle et la capacité à gouverner sa propre vie plutôt que de la subir. Autrement dit, la reine incarne la question suivante. Qui décide en moi? Qu'est-ce qui est souverain en moi? Elle apparaît souvent dans les rêves lorsque se joue un rapport au pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur sa propre existence. Lorsque la reine est stable, présente, respectée, elle indique une juste place intérieure. C'est une figure qui sait dire oui et non, pose des limites sans dureté et assume ses responsabilités sans écraser. Dans les mythes, on la retrouve par exemple chez Athéna, podcast que tu pourras aller découvrir également sur ma chaîne, souveraine donc par l'intelligence et la stratégie plutôt que par la domination brute. Dans l'histoire, on peut aussi penser à Élisabeth Ier, qui a su gouverner
sans renier son autorité, ni la déléguer à d'autres. Ici, la reine ne cherche pas à plaire, elle habite vraiment sa fonction pleine et entière. En revanche, une reine déformée en rêve est toujours très parlante. Une reine absente peut indiquer une perte de repère, un sentiment de ne plus être à la barre de sa vie ou une tendance à laisser les autres décider à sa place. Une reine dominatrice ou tyrannique peut signaler l'inverse, un excès de contrôle, une peur profonde de perdre la maîtrise ou une souveraineté construite sur la défense plutôt que sur la légitimité intérieure. Dans la culture populaire, la trajectoire de Daenerys Targaryen illustre bien plus ce basculement. Une souveraineté d'abord émancipatrice, puis progressivement dévorée par la toute-puissance, et la confusion entre autorité et domination. Lorsque la reine apparaît, le rêve pose rarement une question morale. Il pose une question de place, de posture. Est-ce que tu gouvernes ta vie ou est-ce que tu la subis? Est-ce que ton autorité intérieure est assumée ou déléguée? Est-ce que ton pouvoir est équilibré ou défensif? La reine ne demande pas plus de force, elle demande plus de légitimité intérieure. La vraie reine n'est ni tyrannique ni effacée. Elle n'a pas besoin de dominer pour exister, ni de s'excuser d'être là. En rêve, sa présence peut indiquer notamment, souvent, un travail en cours autour de l'estime de soi, de la responsabilité et de la capacité à occuper sa juste place dans le monde. Après le sage qui apprend à regarder autrement, la reine apprend à se tenir debout à l'intérieur, et lorsque cette souveraineté est entravée ou étouffée, une autre figure apparaît, souvent en rêve, celle du rebelle qui refuse l'adaptation forcée. Le rebelle apparaît en rêve lorsque quelque chose en toi ne peut plus se conformer. Il ne demande pas la permission, il transgresse, il dérange, il met parfois même le feu aux règles établies. Mais contrairement à ce que l'on croit, le rebelle n'est pas d'abord une figure de chaos. Il est souvent un symptôme de déséquilibre profond. Très fréquemment, sa présence indique une trahison de soi prolongée, une vie devenue trop étroite, ou un besoin vital de changement qui ne trouve plus d'autre voie d'expression. Le rebelle surgit rarement dans des périodes de calme. Il apparaît lorsque l'adaptation est allée trop loin, quand on a trop longtemps dit oui en se reniant, respecté des règles qui ne font plus de sens, contenu une colère ou une révolte légitime. Alors le rebelle fait éruption pour dire « ça ne peut plus continuer comme ça ». Dans les mythes, on pense à Prométhée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux humains, transgressant l'ordre établi au prix d'un immense châtiment. Historiquement, Spartacus incarne cette révolte née d'une condition devenue insupportable. Le rebelle ne cherche pas la destruction pour elle-même, il cherche à rompre une injustice intérieure ou extérieure. Dans la culture populaire, le rebelle prend des formes très variées. On le voit chez Néo, qui refuse une réalité imposée et choisit de voir au-delà de l'illusion, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'archétypes mélangés autour de Néo, comme principalement le héros et l'élu, ou encore chez V, dans Vendetta, figure radicale qui met en lumière les dérives d'un ordre totalitaire. Ces figures montrent bien une chose, le rebelle révèle ce qui est devenu faux, figé ou oppressant. Mais cette figure de rebelle montre aussi son danger. Sans conscience, la révolte peut se transformer en destruction aveugle. En rêve, le rebelle n'est pas un modèle à suivre tel quel, il est un signal, il pose des questions inconfortables. Où suis-je en train de me trahir? À quel endroit? À quoi suis-je en train de m'adapter contre ma nature? Et qu'est-ce qui demande à changer, même si cela me fait peur? Le rebelle ne demande pas toujours de tout casser, parfois il demande simplement de cesser de se mentir. Lorsqu'on ignore trop longtemps cette figure, la colère se radicalise, la rupture devient brutale, ou la psyché encore crée des situations de crise à l'extérieur. Écouter le rebelle à temps permet souvent d'éviter l'explosion ou l'implosion. Et lorsque la révolte n'a pas pu être entendue, une autre figure apparaît souvent en rêve, celle du monstre, qui porte ce qui a été rejeté trop longtemps. Le monstre est sans doute la figure la plus mal comprise dans les rêves, et pour une raison simple, on le confond presque toujours avec le méchant ou l'antagoniste. Or, ces figures sont fondamentalement différentes. Le méchant est plutôt celui qui choisit de nuire, qui agit avec une intention destructrice.
L'antagoniste, lui, est plutôt celui qui s'oppose, qui empêche le héros d'avancer, parfois pour de bonnes raisons, et parfois non, c'est vrai. Le monstre, lui, est autre chose. Il ne présente pas le mal, il représente ce qui a été exclu, refoulé, diabolisé, ou jugé inacceptable, voire interdit par la conscience. Le monstre n'est pas né mauvais, il est devenu monstrueux, parce qu'il n'a pas trouvé de place. Dans les mythes et les récits, le monstre apparaît presque toujours comme le résultat d'un rejet. On peut penser à la créature de Frankenstein, ce n'est pas un méchant, mais c'est un être abandonné, privé de regard, de reconnaissance, de lien. Ou à Grendel, le monstre du poème anglo-saxon Beowulf, figure monstrueuse non pas parce qu'elle est intrinsèquement mauvaise, mais parce qu'elle vit hors de la communauté humaine dans une solitude radicale. Ou encore plus connu, Polyphème, le cyclope d'Homère, monstre non civilisé parce qu'il vit hors de la cité, sans loi, sans lien symbolique, condamné à une solitude sauvage. Le monstre incarne toujours quelque chose qui aurait pu être vivant, mais qui a été repoussé dans l'ombre. Lorsqu'un monstre apparaît en rêve, la question n'est donc pas comment le détruire ou comment le fuir, mais plutôt qu'est-ce que je refuse de voir, d'accueillir ou de reconnaître en moi. Très souvent, le monstre porte une émotion jugée inacceptable, un désir interdit, une colère refoulée, ou encore une vulnérabilité niée, ou une part créative rejetée trop tôt. Il est effrayant parce qu'il contient une énergie brute non intégrée. Dans de nombreux contes, le monstre garde un trésor. Et ce trésor n'est pas matériel, c'est une force psychique, une vitalité, une vérité intérieure. Tant que le monstre est combattu, cette énergie reste inaccessible. Lorsqu'il est reconnu, nommé, approché, sans complaisance mais sans destruction, quelque chose commence à se transformer. Le monstre ne demande pas à être idéalisé, il demande à être relié. Rencontrer le monstre en rêve est souvent un moment décisif du processus d'individuation. C'est le point où la psyché dit « tu ne peux plus devenir entier sans inclure ce que tu as rejeté ». Alors ce n'est absolument pas confortable, mais c'est profondément transformateur. L'archétype du monstre n'est pas l'ennemi en soi, il est le gardien du seuil, celui qui marque la frontière entre ce que tu montres au monde et ce qui demande encore à être reconnu en toi. Et très souvent derrière la figure la plus effrayante du rêve se cache la clé la plus précieuse de ton devenir. Le point clé, le twist, est juste là. Si jamais tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, ça serait celle-ci. Les figures qui apparaissent dans les rêves ne sont pas des symboles figés à décoder, mais des présences vivantes à rencontrer. Un symbole fixe se réduit à une définition. Une figure vivante, elle, agit, réagit et évolue. Le rêve, l'inconscient, le soi ne te propose pas une équation à résoudre, il t'invite à une relation intérieure. Lorsque l'on cherche trop vite à interpréter un rêve, on fait souvent une chose paradoxale. On ferme le sens au lieu de l'ouvrir. Coller une étiquette. Le héros signifie ceci, la reine ça signifie cela, le monstre ça représente telle chose. Donne une illusion de compréhension, mais coupe le lien vivant avec l'expérience. Le rêve devient alors un objet vraiment à analyser et non plus un espace de transformation. Rencontrer une figure archétypale, ce n'est pas dialoguer avec elle au sens littéral, c'est ressentir ce qu'elle mobilise en toi. Quand tu rêves du héros, demande-toi « Où suis-je en train de lutter ? Où suis-je appelé à avancer malgré la peur ?» Si la reine apparaît, alors demande-toi « Où est ma juste place ? Où est mon autorité intérieure ?» Et quand le rebelle apparaît, qu'est-ce qui refuse encore de se taire ? Et, face au monstre, qu'est-ce que je n'ai jamais osé regarder en face ? Ces questions ne cherchent pas de réponse rapide, elles ouvrent simplement le processus. Une figure archétypale commence à se transformer dès l'instant où elle est reconnue. Lorsqu'elle est ignorée, elle se rigidifie. Lorsqu'elle est combattue, elle s'exacerbe. Et lorsqu'elle est écoutée, elle évolue. C'est pour cela que certains rêves cessent de revenir une fois qu'ils ont été entendus. Le message n'a plus besoin de se répéter. C'est ici donc que le rêve devient un véritable outil d'individuation, non pas parce qu'il explique qui tu es, mais parce qu'il te met en relation avec ce qui est en train de devenir. L'individuation n'est pas un état à atteindre, c'est un mouvement, c'est un chemin. Et les rêves sont le langage le plus direct, le plus honnête,
Si tu souhaites commencer à travailler avec tes rêves, il n'est pas nécessaire de disposer de techniques complexes ou d'outils sophistiqués. Mais voici une approche simple, concrète, accessible à tous, ou du moins en apparence. Note déjà tes rêves, même brièvement, une image, une scène, une émotion. Identifie ensuite les figures archétypales. Pas les détails, juste les présences qui marquent. Observe leur rôle et leur évolution. Puis pose cette question assez simplement: que cherchent ces figures à me faire comprendre dans ma vie actuelle? Ce n'est pas une technique magique, ce n'est pas une recette, mais c'est juste une écoute attentive. Mais il est important de dire une chose, travailler avec les rêves et l'inconscient n'est pas anodin. Rencontrer ces figures intérieures, le monstre, le rebelle, la reine blessée, le héros, le sage et tous les autres, le trickster, j'en passe, le guerrier, demande du courage, parce que cela implique parfois de regarder son ombre en face, remettre en question une image de soi et accepter de ne plus se raconter certaines histoires rassurantes. Et soyons clairs, tout le monde n'est pas prêt pour ce travail. Tout le monde n'y est pas appelé et encore moins au même moment. Ce chemin n'est pas destiné à ceux qui cherchent des réponses rapides ou des solutions confortables, et encore moins des recettes. Elle s'adresse à celles et ceux qui sentent intérieurement que quelque chose appelle à être traversé. Et c'est un point essentiel. On ne peut pas faire ce travail seul. Il existe une limite fondamentale à l'auto-interprétation des rêves. On ne peut pas regarder son propre dos. On ne peut pas voir clairement ce dans quoi on est pris, ni ce que l'on projette. Et c'est pourquoi dans toutes les traditions, le travail avec l'inconscient ne s'est jamais fait seul. Et ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut déléguer à une machine, encore moins un algorithme ou à une grille automatique, quelle qu'elle soit. Un rêve n'est pas un code à déchiffrer, c'est une rencontre à vivre. Ce qui transforme, ce n'est pas la réponse, c'est l'expérience de la confrontation avec ses propres figures, dans un espace où quelque chose peut être vu, nommé, soutenu et traversé. Depuis la nuit des temps, les interprètes de rêves ont été considérés comme aussi précieux que les oracles, parce qu'ils savaient écouter, parce qu'ils savaient tenir le cadre, et parce qu'ils pouvaient accueillir ce qui surgit sans le réduire ni l'effrayer. Même le rêve le plus court, le plus simple, le plus discret, le plus petit, même un flash ou une phrase, dit toujours quelque chose. Et même ça, encore faut-il être deux pour l'entendre. Le travail avec les rêves est un travail rationnel. Il se fait dans l'espace entre deux consciences, là où l'angle mort peut enfin apparaître. Choisir d'entrer dans ce travail, ce n'est pas chercher une explication de plus. C'est accepter de ne plus avancer seul face à ce qui en soi demande à être reconnu. Et comme dans tous les récits initiatiques, le héros n'avance jamais sans un cadre, sans une rencontre, sans un témoin. Le reste, chacun le reconnaît au juste moment. Dans Limite, le héros n'est jamais obligé de partir, il peut refuser l'appel, il peut détourner le regard. Mais à un moment, quelque chose insiste. Travailler avec ses rêves, c'est répondre à cet appel-là. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour oser rencontrer ce qui vit déjà en soi. Ce chemin ne se fait pas seul, ni celui du héros d'ailleurs, qui aura toujours ses acolytes, parce que certaines figures sont trop chargées, trop anciennes, trop puissantes pour être approchées sans cadre. Et reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Si en écoutant cet épisode, tu sens que quelque chose résonne, pas une curiosité intellectuelle, mais un appel profond, alors tu sais déjà où commencer le travail. Le reste se fait pas à pas, dans un cadre sécurisant, à un rythme juste pour toi. Parler de 2026 dans mon titre ici, ce n'est pas prédire l'avenir. Ce n'est ni une annonce, ni une promesse, ni une projection magique. C'est reconnaître que nous entrons dans un cycle de transformation, à la fois individuel et collectif. Ces périodes de transition se manifestent rarement de façon spectaculaire à l'extérieur, au début. Elles se signalent d'abord à l'intérieur. Et très souvent, ce sont les rêves qui en portent les premiers signes. Dans les phases de bascule, personnelle ou collective, les rêves ont tendance à s'intensifier. Ils deviennent plus narratifs, plus chargés symboliquement, plus insistants, parfois même répétitifs. Et ce n'est pas un hasard, la psyché cherche à réorganiser ses repères, préparer des passages, signaler ce qui ne peut pas rester tel quel. Les rêves ne montrent pas ce qui va arriver, ils montrent ce qui doit être transformé pour pouvoir traverser ce qui vient.
Déverrouiller l'inconscient pour 2026 ne signifie pas chercher à contrôler l'avenir, cela signifie se rendre disponible à ce qui émerge. Être à l'écoute de ses rêves, dans ces périodes, c'est ajuster sa trajectoire intérieure, sa trajectoire de vie, repérer les résistances, reconnaître les forces qui demandent à être intégrées. La psyché, lorsqu'elle est écoutée, ne cherche pas à effrayer, elle cherche à préparer. Dans ce monde où tout s'accélère, où les repères extérieurs deviennent instables, les rêves jouent le rôle de boussole intérieure. Ils n'indiquent pas une direction toute faite, ils indiquent ce qui doit être aligné, déplacé, réajusté. C'est en ce sens que parler de 2026 a du sens ici, non comme une date, mais comme un seuil symbolique. Lorsque les rêves deviennent plus présents, plus insistants, plus marquants, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est souvent le signe que quelque chose en toi se prépare à changer de niveau. Et l'inconscient, fidèle à sa nature, commence simplement à parler un petit peu plus fort. La prochaine fois que tu te réveilleras après un rêve marquant, rappelle-toi ceci. Ton inconscient ne te parle pas en concept, il te parle en histoire. Et ces histoires dessinent le chemin de ta propre transformation. Les rêves ne cherchent pas à être expliqués rapidement, ils cherchent à être entendus, rencontrés, parfois accompagnés. Lorsqu'on accepte de les écouter autrement, ils cessent d'être des énigmes nocturnes et deviennent de véritables alliés sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire de nos vies. Et si cette approche des rêves et des archétypes résonne pour toi, sache que ce travail ne s'arrête pas à cet épisode, il se prolonge à travers mes livres, disponibles dès maintenant sur mon site internet, mes formations, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le langage symbolique et le travail avec l'inconscient, et évidemment les séances individuelles, où ce chemin peut se faire dans un cadre sécurisant, avec un accompagnement ajusté, et la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne. Chacun entre dans ce travail à son propre rythme, au moment juste pour lui. Il n'y a pas d'obligation, seulement des appels intérieurs. Si l'un d'eux te concerne, tu sauras le reconnaître. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.